Probablement qu'en d'autres temps, le grand Charles aurait dit, se serait agacé, nous disant qu'on saute comme des cabris en disant IA, 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 IA. N'empêche que l'intelligence artificielle aujourd'hui structure beaucoup le débat public. On entend beaucoup parler. Ça recouvre une diversité de nature, voilà, qu'on ne soupçonne pas. Et c'est pour ça qu'on a invité pour cet après-midi Philippe Stoup à nous rejoindre en tant que directeur de la recherche et de l'innovation de cette entreprise de l'agritech qui est ITK. Et Philippe, tu vas nous proposer des éclairages et nous permettre d'ancrer un peu mieux nos connaissances, notre intelligence autour de cette question de l'intelligence artificielle. Et donc voilà, te voilà parti pour 40 minutes autour de l'intelligence artificielle au service du bien-être en élevage. Merci d'avance. Merci beaucoup. D'abord, juste pour me présenter, effectivement, je suis le directeur R&D de la société ITK, qui est donc spécialisée dans le développement d'outils d'aide à la décision en agriculture et en élevage, et puis qui a intégré tout récemment le groupe Innoval. Puis je vais intervenir un peu avec une double casquette. Je suis également membre de l'Académie d'agriculture. Vous verrez que dans le petit survol des utilisations de l'IA dans le bien-être animal, j'ai réutilisé des éléments d'une séance hebdomadaire de l'Académie d'agriculture qui avait lieu en début d'année, qui faisait justement un peu l'inventaire des applications de l'intelligence artificielle en agriculture. Voilà, donc pendant cette petite présentation, c'est en trois parties. Donc, je vais d'abord faire un petit rappel de ce que c'est que l'intelligence artificielle et puis de la façon dont elle s'est intégrée au métier de l'agriculture. Parce qu'on va voir que ça remonte quand même à nettement plus longtemps que ce qu'on imagine souvent. C'est pas depuis 5 ans que l'intelligence artificielle a débarqué dans l'agriculture. C'est nettement plus ancien. Puis voilà, comme ça, un sujet un peu futuriste, là, les trois parties sont placées sous le signe de livres de vulgarisation ou d'éléments de science-fiction bien connus. Dans un deuxième temps, on regardera qu'est-ce que l'intelligence artificielle a déjà apporté et peut apporter dans un futur proche aux animaux d'élevage. Et puis enfin, on essaiera d'imaginer, mais là on restera assez prudent, ce qu'elle peut donner dans le futur, même si ça a beaucoup évolué récemment. Je pense qu'on n'est qu'au début en fait d'une grande histoire. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle et agriculture, pour les gens qui ne sont pas de nos métiers, c'est pas forcément intuitif parce que l'agriculture n'a pas forcément l'image d'un secteur à la pointe des techniques. Mais en fait, c'est une erreur. Il y a longtemps que l'agriculture a des besoins qui ont suscité du coup un intérêt pour l'intelligence artificielle, parce que dans les activités humaines, finalement, c'est une de celles qui est exposée au plus grand nombre d'aléas difficilement prévisibles. C'est une activité qui dépend énormément de la météo, donc du coup, qui a eu besoin et qui a toujours besoin d'utiliser des prévisions météo. Et ça a l'air de rien, c'est aussi un aspect, une forme d'intelligence artificielle qui a énormément progressé ces dernières années. Et puis, en fait, un agriculteur ou un éleveur, pour prendre ses décisions, il doit intégrer une foule d'éléments externes, comme la météo, les contraintes réglementaires, les contraintes techniques, pour décider au jour le jour de toutes ces interventions, sachant que chacune de ces interventions est dépendante en fait de ce qu'il a fait avant. Donc ça fait que en fait, depuis longtemps, il y a eu besoin pour essayer de mieux prévoir et anticiper les interventions que doit réaliser l'agriculteur ou l'éleveur. Il y a eu besoin d'essayer de développer des modèles prévisionnels assez complexes. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle a à voir là-dedans ? C'est là qu'on revient un peu, on est obligé de faire un peu d'histoire, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle dont on parle actuellement, c'est en quelque sorte une deuxième vague d'un phénomène qui est nettement plus ancien. On a commencé à parler d'intelligence artificielle en informatique dans les années 50 à 60. Ça a commencé vraiment à se répandre dans les années 70-80, et c'est vraiment le premier âge d'or de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelait à l'époque l'intelligence artificielle symbolique, c'est-à-dire que c'était en fait des programmes informatiques dont les règles cherchaient explicitement à transcrire, donc dans le code informatique, le mode de raisonnement humain. Et donc ça donnait naissance à plusieurs familles d'instruments, qui sont les systèmes experts, qui étaient vraiment les systèmes censés transcrire en informatique le mode de raisonnement d'experts humains qu'on interrogeait sur leur domaine métier. Donc ça pouvait être des conseillers agricoles dont on cherchait du coup après à automatiser le mode de raisonnement. C'est aussi ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle les modèles mécanistes en agronomie, donc pour simuler le développement des cultures en fonction du climat,
du sol et dans lequel elle pousse. C'est de l'intelligence artificielle dans le sens où le but c'était bien d'encapsuler dans un programme informatique l'ensemble des connaissances scientifiques qu'on avait développées au niveau de la recherche agronomique sur l'écophysiologie des cultures. Et puis comme ces modèles mécanistes devenaient de plus en plus complexes au fur et à mesure de leur développement, ils avaient un nombre énorme de paramètres avec chacun qui était connu avec une certaine incertitude. Ça devenait extrêmement difficile à optimiser. Et du coup, les modélisateurs agronomes de l'époque se sont mis aussi à utiliser des algorithmes automatiques pour optimiser leurs paramètres, qui est également une autre forme d'intelligence artificielle. C'était par exemple les algorithmes génétiques, pour donner un exemple le plus utilisé. C'est intéressant d'ailleurs de noter que même à l'époque, déjà ce type d'algorithme, comme l'indique le nom d'algorithme génétique, ça s'inspirait de mécanismes du vivant pour simuler un peu les méthodes de raisonnement. Et puis en fait, déjà à cette époque-là, sur les années 70, il y a eu les premières prémices de ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle connexionniste, c'est-à-dire les réseaux de neurones dont on parle beaucoup actuellement. Techniquement, en fait, ça existe depuis cette époque-là, mais à l'époque, en fait, leur puissance était très limitée par la capacité de calcul des ordinateurs de l'époque. Et concrètement, du coup, c'est resté un peu une curiosité informatique. Ça a été cantonné à des tâches d'ailleurs importantes quand même, mais simples. Par exemple, vous vous rappelez, là aussi c'est une question de génération, pour ceux qui ont connu le passage au code postal obligatoire sur les enveloppes, ben voilà, ça utilisait des réseaux de neurones. Là, ça marchait parce que c'était dans un cadre bien déterminé, une enveloppe bien blanche, on nous indiquait bien l'endroit où il fallait mettre le code, et là, ça marchait. Mais c'est vrai qu'après cette première époque, tous les développements théoriques de l'intelligence artificielle ont un peu plafonné du fait du manque de puissance des ordinateurs qui seraient capables ensuite de les utiliser. Et puis aussi, on voit en ce qui concerne les réseaux de neurones, ça a été peu utilisé pour une autre raison qui est le manque de données, qu'on va voir après. Alors cela dit, de ce premier âge d'or de l'informatique et de l'intelligence artificielle, il y a quand même des applications intéressantes au niveau de l'agriculture. C'est là qu'a commencé à se développer les premières gammes d'outils d'aide à la décision utilisés, les modèles prévisionnels utilisés pour prévoir le rendement des cultures, pour raisonner leurs intrants, puisque du coup, à partir du moment où on était capable de simuler en temps réel le développement d'une culture, on était capable de prévoir au jour le jour leurs besoins en eau, en éléments fertilisants. On devenait capable aussi de prévoir le développement des maladies ou des parasites qui risquaient de les attaquer, et donc de les utiliser pour l'agriculture raisonnée. C'était d'ailleurs le premier métier d'ITK, celui qui a porté notre développement. Et puis, c'était donc une intelligence artificielle qui utilisait uniquement des méthodes symboliques, donc modélisation mécaniste, avec optimisation par des algorithmes automatiques. Je me rappelle en fait au début d'ITK, dans les années 2000, Eric Jalas, notre fondateur, aimait bien parler d'intelligence artificielle parce que c'était le fondement de sa formation. Puis on avait vite renoncé à employer ce mot parce qu'à l'époque, le mot intelligence artificielle, ça faisait so 80s, ça paraissait complètement daté. C'était quelque chose qui était complètement oublié, qui paraissait complètement déconnecté des réalités pratiques. Et puis il y a eu un retournement complet de situation à la fin des années 2000 et puis des débuts années 2010, grâce un peu à deux événements simultanés. D'une part, il y a eu du nouveau côté hardware, c'est-à-dire le développement de tout ce qui est l'Internet des objets. Donc ça a permis de disséminer des capteurs environnementaux un peu partout dans les champs, mais aussi dans l'élevage. Et donc ça a permis une forte accumulation de données dont on ne disposait pas auparavant. Avoir des données climatiques vraiment à l'intérieur des parcelles pour la production végétale, dans les bâtiments d'élevage aussi. Et parallèlement à ça, donc, il y a eu surtout le gros développement de l'IA connexionniste avec l'apparition des réseaux de neurones profondes, qui en fait était qu'une évolution logique des réseaux de neurones anciens, mais qui avait été longtemps retardée par la puissance de traitement des ordinateurs. Et du coup, tout ça, ça a entraîné vraiment un saut technologique essentiel qui a été permis donc à la fois par l'augmentation de la puissance des réseaux de neurones, mais aussi par le fait qu'on a eu enfin un afflux de données en agriculture, alors qu'on en avait relativement peu auparavant.
Du coup, depuis cette époque, on a un peu tout un gradient de techniques liées à l'intelligence artificielle qui s'est développé et qui est utilisé un peu à des niveaux différents. Il y a tout ce qui relève de l'IA symbolique qui est utilisé encore majoritairement, je dirais, pour les productions végétales, avec des modèles mécanistes qui étaient développés donc à la base à partir de travaux de recherche, donc du coup des données de haute qualité, mais relativement peu nombreuses et qui ne couvraient pas forcément toutes les situations, toute la complexité du terrain, qu'on pouvait recouper aussi avec des données, ce qu'on appelle chez nous du medium data, c'est-à-dire en fait les données des instituts techniques, par exemple, ou du développement agricole, qui permettaient d'avoir des bases de référence couvrant un peu plus la complexité du terrain que les données de la recherche, mais qui étaient en contrepartie de moins bonne qualité. À l'autre extrémité du spectre, je dirais, depuis donc ces années 2000, on a des afflux énormes de données qui viennent de capteurs, soit installés sur la moissonneuse batteuse, soit la production végétale, des données aussi d'images satellites. L'image satellite est énormément développée pendant ce temps-là. Et donc pour les productions végétales, c'est ce qui a permis l'introduction de ce qu'on appelle le big data, et du coup qui s'inscrit en fait dans un continuum de données où on a donc à la fois d'une part des données de la recherche précises mais peu nombreuses, des données à très grande échelle produites par l'imagerie satellite et puis par et donc on va le voir après pour accumuler à plus grande échelle pour l'élevage dans les données données institutionnelles, et puis entre ces deux extrêmes des niveaux de données intermédiaires acquis soit par les organismes de développement, soit maintenant directement chez les agriculteurs, puisque de plus en plus d'entre eux ont des capteurs utilisés pour suivre leur culture ou leurs troupeaux. Et donc, en face de tout ça, il y a toute une gamme également d'outils d'informatique et d'intelligence artificielle qui sont développés. Donc, les plus anciens, l'IA connexionnistes, qui restent positionnés essentiellement, l'IA symbolique, pardon, qui reste essentiellement positionné sur la valorisation des données de la recherche ou du développement agricole. Le deep learning, qui est l'outil privilégié pour les très grosses masses de données. Et puis entre les deux, il y a pas mal de méthodes de machine learning dont on parle moins, mais qui en fait, en pratique, sont de plus en plus utilisées par les praticiens de terrain. On va voir quelques exemples dans les travaux d'instituts techniques en particulier. Bon, je citais l'exemple des forêts aléatoires, ou random forest, qui est une technique qu'on utilise de plus en plus pour des problèmes appliqués, et qui a l'avantage d'être plus explicite, moins opaque pour les concepteurs même des modèles que le deep learning. Ça on y reviendra plusieurs fois après dans la suite. Tous ces systèmes d'intelligence artificielle basés sur les réseaux de neurones profonds, quand on a assez de données, c'est génial, ça arrive à trouver des modèles prévisionnels qui marchent à peu près sur n'importe quoi. Mais la grosse difficulté, c'est que même les gens qui conçoivent ces outils sont absolument incapables de dire comment le réseau de neurones arrive à cette solution. Et du coup, on n'est jamais sûr que ça va bien marcher quand on va commencer à les utiliser en dehors du domaine où ça a été validé précédemment. Et ça c'est vraiment une problématique majeure de l'intelligence artificielle dont on va voir les conséquences après. Alors du coup, en ce qui concerne l'élevage, là j'y arrive enfin, vous me direz après 10 bonnes minutes d'introduction, on en arrive à l'élevage, parce que là du coup l'itinéraire a été un peu différent. Modéliser le fonctionnement d'un troupeau ou même simplement d'un animal par des modèles mécanistes comme on le faisait pour les cultures, c'est quasiment impossible parce que c'est des êtres vivants beaucoup plus complexes qui ont une foule de mécanismes de régulation pour ne pas réagir instantanément à la moindre variation de leur environnement. Donc c'est extrêmement difficile, et de ce point de vue-là, du coup, les modèles mécanistes qui avaient été utilisés très tôt en production végétale n'ont pas pu l'être sur des applications vraiment marginales, parfois en épidémiologie, pour l'élevage. Par contre, la structuration de l'élevage, en particulier en France, a fait qu'il y a eu très tôt une grosse accumulation et centralisation de données sur le suivi des troupeaux, avec toute la structuration des organismes de suivi de l'élevage, tout le contrôle de performance, les données sanitaires, les données génétiques. Tout ça, ça a permis, en fait, depuis les années 2000, de créer des bases de données très importantes avec, du coup, des masses de données pouvant être exploitées par le deep learning. Et puis à ça s'y ajoutait également plus récemment
le développement des capteurs de monitoring. Alors là, pour ça, la table ronde précédente était parfaite parce qu'on a vu un peu un échantillon des principales techniques qui sont utilisées, hein, des capteurs portés par les animaux, de la vidéo, du son. Et donc tout ça, ça crée un afflux énorme de données qui du coup devient maintenant très supérieur à celui dont on dispose dans la production végétale et qui permet donc du coup de créer pour l'élevage un terrain très favorable au développement de l'IA connexionniste. Du coup, on va voir un peu ce que ça a déjà donné, puisque ce qu'on peut espérer en attendre à l'avenir. Qu'est-ce que les vaches peuvent attendre d'intelligence artificielle, et puis y compris les autres espèces d'élevage aussi. Là, du coup, on va pouvoir aller assez vite parce qu'on en a vu une bonne palette. Je veux juste revenir un peu déjà sur la définition du bien-être animal, parce que c'est le sujet du jour. Bon, on connaît tous hein, les 5 libertés individuelles d'un animal qu'on doit essayer de préserver pour entretenir son bien-être. Donc éviter la peur et le stress, la maladie, la douleur, l'inconfort. Bien satisfaire sa faim et sa soif, lui permettre d'avoir un comportement naturel. Tout ça, on voit bien que c'est des choses intuitivement qu'on sait qu'on doit pouvoir essayer de suivre avec des capteurs, mais c'est quand même pas des choses extrêmement évidentes à lire et à interpréter avec des capteurs non humains. C'est des choses que les agriculteurs pouvaient observer par eux-mêmes et donc suivre tant qu'ils étaient sur des élevages relativement petits, avec l'agrandissement de la taille des exploitations, même si une fois encore, il faut se rappeler qu'en France, on est très loin de la croissance de la taille des élevages qu'il y a eu dans d'autres pays. Ça devient de plus en plus difficile, et c'est là que du coup, le développement de capteurs interprétés par l'intelligence artificielle a pu aider à essayer de détecter finalement toutes les petites nuances de comportement qui vont permettre de détecter des troubles et des atteintes à chacune de ces 5 libertés individuelles de l'animal. Alors, il y a une prise de conscience là-dessus, mais relativement tardive par rapport à la réalité des faits, hein, puisque là, c'était plus pour l'amusement un article paru dans National Geographic en 2019 qui disait que des colliers intelligents, des technologies portables pour un jour mesurer tout depuis la fertilité jusqu'à la santé des animaux. En fait, c'est des technos qui se sont déjà assez répandus dans les élevages depuis le début des années 2010, mais qui, il est vrai, ne touchaient pas encore vraiment au bien-être animal. Et on va voir comment on a pu y arriver progressivement grâce à l'intelligence artificielle. Donc là-dessus, là, pour tout vous dire, je m'appuyais un peu sur l'expérience historique qu'on a connue, nous, au sein des DTK, puis de notre filiale Medria, qui est la filiale porteuse des activités monitoring des troupeaux. Quand ces capteurs ont commencé à être utilisés sur le terrain, c'était essentiellement en fait pour optimiser le bien-être des éleveurs. Hein. On ne va pas se mentir là-dessus. Et d'ailleurs, de toute façon, on l'assume parfaitement. C'est un objectif tout à fait honorable. La première idée, c'était de les aider à détecter plus facilement les chaleurs, être alerté quand une vache est en chaleur. Et la deuxième application principale qui était attendue, c'était la détection du vêlage. Là aussi, pas pour que l'éleveur ne soit pas obligé de se relever toutes les 2 heures pour voir où en était une vache dont il sait qu'elle va bientôt véler. Donc là, à l'époque, c'est donc des premières applications qui ont démarré fin des années 2000 pour la R&D et puis commercialisation à partir de 2010, en gros. À l'époque, il s'agissait donc de détecter des événements déjà peu fréquents dans la vie de la vache, sur des périodes bien déterminées, et puis où il y avait des changements de comportement majeurs. Donc c'était des choses relativement faciles. On était aussi à une époque où, vu la faible diffusion de ces capteurs au début, pour valider de nouveaux algorithmes, il fallait nécessairement le faire en ferme expérimentale. C'est des choses qu'à l'époque on travaillait forcément, soit avec l'INRAE, soit avec l'IDEL. D'ailleurs, on a fait de la validation avec ces 2 organismes. Et ensuite, du coup, on a essayé pour développer, à la fois offrir de nouveaux services aux éleveurs et puis aussi améliorer l'exploitation de ces capteurs. À partir du moment où ils sont dans les exploitations, autant essayer de les utiliser au maximum. C'est là qu'on est passé à des analyses comportementales en continu pendant toute la vie de la vache. Et puis, du coup, pour suivre des comportements un peu plus subtils que l'agitation qu'il peut y avoir pendant les chaleurs. Et on va voir que c'est là, du coup, que l'intelligence artificielle est devenue nécessaire. Parce que, du coup, pour suivre un peu ces différents aspects du bien-être animal, il y a eu une phase de recherche assez active qui a conduit au développement de plein de capteurs différents.
mais chacun avec un but précis. Donc bien entendu, l'outil principal, c'était pour le suivi comportemental général, c'est donc les accéléromètres fixés autour du cou. Il y a déjà pas mal de fournisseurs qui sont déjà sur ce marché. Pour le vélage, il y a le développement de capteurs spécifiques fixés sur la queue, qui sont l'outil maintenant le plus répandu. Tout ça parce qu'effectivement, il y a des mouvements de la queue bien spécifiques qui se produisent avant le vélage, qui permettent donc d'anticiper. Mais ça supposait donc, d'une part, d'avoir un capteur supplémentaire, donc des coûts supplémentaires pour l'éleveur, qu'il fallait poser avant le vélage, retirer après. Donc un travail quand même pas négligeable, des coûts supplémentaires. Bon, il y avait des solutions, je dirais, encore plus invasives, hein, celles qu'on avait chez Medria, qu'on a dû arrêter de commercialiser d'ailleurs, parce que c'était vraiment plus je dirais, dans l'air du temps. C'est un thermomètre vaginal qui permettait effectivement, de détecter les chaleurs de façon très fiable, mais comme une opération invasive qui n'est plus forcément dans le goût des éleveurs, et puis d'un intérêt discutable pour le bien-être animal, même s'il y a des bénéfices en cas d'accident. Pour les vaches pour lesquelles ça se passe bien, on peut s'interroger sur le bénéfice. Pour détecter les boiteries, par exemple, des podomètres, bon, tout ça c'était très intéressant, mais clairement c'était une impasse technique. On ne pouvait pas développer autant de capteurs et transformer nos vaches en arbre de Noël avec plein de petits capteurs partout. Donc c'est là qu'on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on peut essayer de concentrer toutes ces fonctions, en tout cas une bonne partie, sur l'accéléromètre fixé autour du cou, qui était déjà l'outil majeur utilisé par la majeure partie des éleveurs. Et là, du coup, on s'est trouvé du coup dans une situation un peu plus complexe où il fallait analyser des mouvements plus précis. Donc la première application, donc la détection de chaleur, c'était relativement simple. Il s'agissait de détecter une période qui se reproduit comme des intervalles de temps assez réguliers, où la vache a vraiment un comportement très inhabituel et puis qui engage enfin l'ensemble de son corps. C'est pas simplement du mouvement d'une partie du corps. Donc, quand on étudie un peu les courbes d'agitation d'une vache à l'échelle de plusieurs semaines, c'était quand même relativement facile de détecter des pics d'agitation qui correspondent bien aux périodes de chaleur. Alors, cela dit, quand je dis relativement facile, vous voyez qu'il y a quand même plein de petits bruits autour, et c'est pas forcément si évident que ça d'avoir un système qui détecte réellement la chaleur, surtout qui anticipe un peu pour prévenir l'éleveur à temps qu'il est temps du coup de lancer l'insémination artificielle à temps. Mais à l'époque, c'était encore possible, en se reposant sur l'expertise humaine. En pratique, c'était donc nos modélisateurs qui, à partir des courbes, en combinant des méthodes de filtrage diverses et variées, arrivaient à définir un algorithme de traitement suffisamment sélectif pour ne déclencher une alerte que quand la chaleur arrive. Après, on s'est attaqué aux problèmes de nutrition, essayer de détecter et de mesurer le temps d'alimentation et le temps de rumination, qui plus est pour l'alimentation, en distinguant les temps d'alimentation à l'herbe et à l'auge. Et là, du coup, ça devenait plus compliqué parce que là, effectivement, avec un capteur autour du cou, on est quand même pas loin de la bouche, donc on arrive à détecter les mouvements de mastication, les mouvements de rumination. Donc là, ça c'est des mouvements relativement difficiles à distinguer, mais quand même très, très réguliers, sur lesquels on arrivé assez facilement, là encore avec l'expertise humaine, à développer des algorithmes qui permettaient de distinguer les mouvements liés à l'alimentation, à l'ingestion, et les mouvements liés à la rumination. Par contre, là où on a un peu buté pour l'instant, et on espère bien pouvoir débloquer ça assez rapidement, donc on est capable de fournir maintenant, depuis plusieurs années déjà, des courbes d'évolution du temps de rumination et d'ingestion qui peuvent alerter l'éleveur s'il voit qu'il y a des fluctuations anormales de ces deux temps, et en particulier du ratio sur le temps d'ingestion et le temps de rumination. Donc ça, on peut le détecter, l'alerter, mais ce n'est pas encore des alertes très, très sélectives. Déjà, c'est difficile d'identifier les seuils à partir desquels ça devient vraiment pertinent d'alerter l'éleveur pour ne pas lui donner de fausses alertes trop répétitives qui vont finir par le démotiver. C'est un sujet qui, pour l'instant, l'interprétation de ces courbes, en fait, relève, au moins pour l'instant, de l'expérience des conseillers d'élevage, qui sont nos distributeurs.
Donc là-dessus, on est sur une solution où l'expertise humaine a permis bien de déterminer le comportement de base, ingestion, rumination, mais où l'interprétation devra sans doute faire appel à l'intelligence artificielle. Et puis la première vraiment application qui n'a été rendue possible que par l'emploi de réseaux de neurones, c'est la détection du vélage. Parce que là aussi, donc, notre idée, c'est d'essayer d'avoir une détection de vélage qui ne nécessite pas de capteur spécifique. Et là, quand on n'a pas de capteur sur la queue, ça devient beaucoup plus difficile, parce qu'en fait, les comportements des vaches à l'approche du vélage sont beaucoup moins uniformes que les comportements liés aux chaleurs. Il y a des vaches qui veulent debout, d'autres couchées, avec une agitation générale qui s'agite davantage avant le vélage, d'autres qui, au contraire, sont plutôt abattues. Quand on regarde nos courbes d'agitation, vous voyez là les différentes courbes individuelles qui sont en haut, elles sont toutes calées sur le trait rouge qui représente le moment du vélage qui avait été constaté chez ces vaches. Et on voit bien comme ça à l'œil qu'effectivement les courbes d'agitation prennent un profil un peu inhabituel quelques heures avant le vélage, mais on n'a jamais réussi à caractériser ça en fait par un filtrage réalisé par des experts humains. C'est seulement quand on a commencé à faire tourner des algorithmes de deep learning sur ces courbes qu'on a réussi à mettre au point des alertes permettant donc de détecter le vélage à partir des courbes d'agitation mesurées par un collier, un accélérateur au cou de la vache. Donc alors ça a donc été pour nous un peu une avancée majeure de l'intelligence artificielle. Du point de vue industriel, c'est important aussi parce que ça permettait du coup d'avoir une nouvelle fonctionnalité offerte par un capteur déjà existant, donc éviter de multiplier l'impact environnemental et puis l'impact sur le bien-être de ces capteurs. Mais ça reste encore relativement peu sélectif. Et donc les prochaines étapes qui vont venir derrière, ça va être d'arriver maintenant à une détection plus précoce des maladies. Pour l'instant, on a une étape où on arrive effectivement, grâce à l'intelligence artificielle, à identifier des changements de comportement assez fins. Si on veut vraiment passer, et du coup, commencer à avoir une idée des moments où une vache commence à avoir un malaise quelconque, elle sans forcément être capable d'identifier quelle est la source de ce malaise. La prochaine étape, par la suite, ça sera donc vraiment d'arriver maintenant à avoir des algorithmes qui permettent de dire plus spécifiquement, voilà, la vache n'est pas bien et a priori c'est ça qu'elle a, c'est une mamite, c'est de la boiterie, c'est le genre de sujet auquel on doit s'attaquer maintenant. Alors là, je fais un peu de développement un peu long sur les capteurs portés par l'animal, parce que c'est le domaine que je connais, et je pense que c'est des sujets sur lesquels il vaut mieux éviter de trop se hasarder sur des sujets qu'on a moins explorés. Là, après, il y a des tas d'autres applications de l'IA qui ont été possibles uniquement justement à partir de l'apparition des réseaux de neurones. C'est tout ce qui touche à l'utilisation de vidéos et de sons, dont on a vu plusieurs exemples intéressants là, pendant la table ronde précédente. Là, clairement, c'était des systèmes qui n'existent que grâce à l'IA. La partie acquisition de données en elle-même n'a rien de particulièrement exceptionnel. C'est vraiment la capacité de traitement qu'il y a derrière qui permet à partir de ça de développer des alertes intéressantes. Donc les différentes applications classiques qu'on a vu, c'est tout ce qui est le suivi comportemental par des vidéos appliquées donc par exemple aux filières porcines et aux filières aviaires. C'est vrai que là aussi, derrière ça, il y avait un enjeu aussi lié à la valeur de chaque production. Autant on peut imaginer de rentabiliser un capteur personnel pour chaque vache, c'est quand même des animaux qui vivent longtemps, qui ont une valeur importante et qui vivent longtemps. Autant sur des animaux à cycle de vie beaucoup plus court, puis avec une valeur individuelle beaucoup plus faible, c'est pas envisageable. Il faut passer à des méthodes de suivi collectif qui passent donc par la vidéo ou le son. Alors il y a d'autres exemples aussi que ceux qu'on a vus, qui avaient été cités pendant la séance de l'Académie d'agriculture que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ici, c'est un exemple cité par Lidl de suivi de détection de l'apparition de l'utilisation des abreuvoirs chez les ovins. Là, c'est un projet qui est encore en cours, où là aussi, c'est du traitement de vidéos qui est représenté ici. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si on peut... Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Oui, voilà.
C'est un exemple intéressant aussi d'une tendance qu'on a vue de plus en plus à cette séance de l'Académie d'agriculture. C'est que là, pour cette application, bien qu'il s'agisse de traitement d'image, le choix qui a été retenu par le partenaire technique de l'IDEL, c'est un algorithme de random forest et pas de deep learning, ce qui est le cas le plus fréquent pour les questions d'utilisation de la vidéo. Autre type là aussi, bon, là, qui commence à être relativement classique, en tout cas qui se développe pas mal, c'est également le traitement d'images en trois dimensions pour arriver à une évaluation automatique de l'état des individus. Donc là aussi, là pour l'instant, c'est vraiment des techniques qui reposent systématiquement sur le deep learning, avec à la clé du coup des notes de pointage automatique sur la conformité des animaux, la conformation, pardon. Autre exemple, là aussi ça a déjà été cité, là il y avait un autre exemple cité lors de cette séance de l'Académie d'agriculture sur le traitement des sons, sur un travail très proche de celui qu'on a vu, où là aussi c'est avec du deep learning qu'on arrive à identifier parmi les sons émis dans un poulailler les différents signaux et la signification de ces différentes sonorités pour du coup avoir un aperçu de ce qui se passe dans l'élevage en termes de santé. Et ça pointe d'ailleurs une difficulté qui a été évoquée, hein, c'est que là, c'est des méthodes qui sont assez lourdes pour la validation, la mise au point des algorithmes en données taguées, c'est-à-dire en données traitées par des experts qui vont permettre d'identifier quels sont les sons qu'il faut être capable de reconnaître pour prendre les bonnes décisions dans un élevage. Alors, dernier point maintenant, comment est-ce que tout ça va pouvoir évoluer dans la suite? Alors là-dessus, je resterai quand même assez prudent parce que c'est vrai que c'est un domaine qui évolue tellement vite qu'on se fait vite déborder par l'évolution des techniques, hein. On va parler un peu d'agriculture d'IA générative, et franchement, c'est un domaine qui a explosé à une vitesse assez inattendue, même pour les gens qui essaient de suivre ça un peu de l'extérieur. Les nouvelles, on a vu déjà un petit aperçu des principaux apports actuels de l'intelligence artificielle au bien-être des animaux. Pour l'instant, on est plus dans l'observation, la détection de changements de comportement anormaux ou également d'identification d'événements de comportements collectifs annonciateurs de troubles, hein, comme la détection de codophagie, la détection de mouvements anormaux dans les populations de poulets. Une des thématiques importantes qui devrait se développer rapidement dans les prochaines années, comme je l'évoquais, c'est vraiment de passer à une phase vraiment de détection précoce des maladies, ce qui aura des implications à la fois non seulement sur le bien-être animal, mais aussi sur la limitation des traitements pharmaceutiques utilisés dans les élevages. Là, comme je l'évoquais, hein, on a déjà des techniques, aussi bien que par la vidéo que par les capteurs, qui permettent d'identifier des comportements anormaux, par exemple pour les bovins, des changements du ratio de temps passé couché ou debout, qui sont souvent des bons annonciateurs de pathologies. Maintenant, si on veut aller plus loin dans l'identification des maladies provoquées par ces troubles, là, ce n'est pas uniquement avec les données de capteurs qu'on va pouvoir avancer, il va falloir croiser ces données des capteurs avec des données extérieures, par exemple le suivi des carnets sanitaires. C'est là qu'on va retomber sur l'atout que j'évoquais au début du domaine de l'élevage par rapport aux grandes cultures. C'est que là, des bases de données extérieures pour apporter des informations complémentaires à celles fournies par les capteurs pour la validation des modèles, on en a en masse, avec donc le contrôle de performance, qui intègre maintenant de plus en plus aussi des données d'intérêt sanitaire, comme le nombre de cellules, les données donc purement sanitaires des suivis vétérinaires. Et donc,
la prochaine étape, enfin qui est déjà en cours en ce moment, c'est d'arriver maintenant à développer des algorithmes qui utilisent des sources de données multiples et pas simplement celles d'un capteur qui fournit l'information de base. C'est de croiser ça avec d'autres données externes. C'est vraiment le sujet avec lequel on va s'attacher avec Innoval, hein, travailler vraiment à la connexion de toutes les sources de données disponibles au sujet des troupeaux, pour être capable d'en tirer de nouvelles interprétations plus profondes des données fournies par les capteurs actuels. Ce qui va nous ramener du coup à une problématique qui va peut-être nous rapprocher un peu finalement de ce qui se passait en production végétale. C'est que là, du coup, on va passer d'une situation où, pour l'instant, l'IA appliquée aux troupeaux, elle s'appuyait effectivement sur des quantités de données énormes, parce que n'importe quel capteur de monitoring ou n'importe quelle vidéo, bien entendu, ça fournit des masses de données considérables sur lesquelles on pouvait vraiment faire tourner des algos de deep learning sans trop de risque d'erreur. Là, on va être amené à développer de nouveaux algorithmes décisionnels où la validation va se faire en fait à partir de détection d'événements sanitaires qui sont eux beaucoup moins fréquents et beaucoup moins nombreux, et puis qui proviennent de sources différentes. Donc on va retomber dans une situation où finalement le nombre d'événements significatifs pour valider un modèle prévisionnel va être relativement faible pour aboutir à des algorithmes fiables avec du deep learning. C'est pour ça que si on repense à la diapo précédente sur notre gradient technique qu'on utilise actuellement sur les productions végétales, on va peut-être revenir un peu vers le centre du graphique pour les productions animales, c'est-à-dire du fait qu'on va commencer à utiliser des sources de données fiables, mais moins nombreuses, qui sont les données sanitaires, ou même les données de performance, parce que les événements significatifs pour le sanitaire sont moins nombreuses dans les données de performance. Là, on sera peut-être amené plutôt à utiliser des algorithmes plus explicites, du type random forest, ou des combinaisons d'ailleurs avec les techniques de deep learning, pour arriver à avoir des outils fiables. Sinon, quand on pense au développement futur de l'IA, bien entendu, le grand sujet à la mode, c'est l'IA générative. Enfin, quand je dis à la mode, c'est pas péjoratif, parce que c'est vrai que c'est un bouleversement énorme. Maintenant, je pense que c'est très difficile là, pour l'instant de prédire un peu en quoi ça va changer nos métiers en termes de conception d'outils de suivi des troupeaux. Je pense que là-dessus, ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir aussi l'avis des collègues d'Adventiel ou d'Ailleurs, parce que je pense que c'est un sujet sur lequel tout le monde se cherche en ce moment. Là-dessus, je pense qu'il va falloir être, dans un premier temps, relativement prudent. Hein. Ce qui est clair, c'est que l'IA générative, c'est très impressionnant et ça bouleverse profondément tous les métiers, je dirais, intelligents pour la partie justement purement générative, hein, c'est-à-dire la capacité à interpréter automatiquement des données et en plus à fournir une réponse cohérente généralement pour l'utilisateur. Cela dit, pour la partie vraiment mise au point d'outils décisionnels nouveaux, c'est encore difficile d'évaluer son apport réel. Hein. Fondamentalement, la partie décisionnelle d'une IA générative comme ChatGPT, c'est des réseaux de neurones hyper profonds. Donc ça a toute la puissance de cette technique, mais ça en garde un peu les limites. Hein. C'est que si on veut les appliquer à des jeux de données plus restreints, comme on sera amené à le faire, nous sur des domaines métiers bien précis, on risque d'avoir le problème classique de ce type d'algorithme, c'est-à-dire une suradaptation où le réseau de neurones identifie un modèle qui marche bien sur les données sur lesquelles on l'a entraîné, mais qui va peut-être complètement donner des résultats complètement faux quand on va le répandre sur le terrain. Alors bien entendu, c'est des choses qu'on peut compenser par un réentraînement continu des données qu'on acquiert au cours du développement d'un service. Mais n'empêche qu'entre-temps, entre le moment où on réentraîne un modèle à partir d'un contexte où il a mal marché, et puis donc celui où on a pu corriger le bug, si on peut dire, c'est des choses qui peuvent faire du mal en termes de perception de l'outil auprès des clients. Et je pense, bon, ça paraît un peu abstrait quand on est sur des domaines métiers très précis comme les nôtres, mais enfin pour ceux qui se sont amusés un peu avec ChatGPT, je pense que vous avez tous vu un peu des choses comme l'exemple que je présentais là. Bon, c'est des choses qui sont sans doute corrigées depuis, je n'ai pas revérifié, mais au début de cette année, si vous demandiez à ChatGPT la différence entre des œufs de vache et des œufs de poule,
il vous sortait une réponse super assurée, sans aucun problème. Sauf que voilà, bon, ça ne résistait pas vraiment à un minimum de connaissance du contexte. Hein. Et ça montrait aussi... Donc bon, là, c'est un exemple un peu caricatural, mais c'est vrai que ça illustre bien toute la difficulté de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et là, je pense vraiment aux concepteurs là, de ces systèmes, hein, comme on en avait autour de cette table ronde. C'est vrai que c'est quand même des outils qui doivent être utilisés avec précaution avant d'être lâchés sur le terrain. Et ça illustre bien aussi le positionnement qu'on peut avoir sur ces sujets. C'est vrai que derrière le grand buzz qu'il y a eu autour du big data en agriculture, il y avait un peu l'idée que couper l'intelligence artificielle, tout le monde allait pouvoir s'y mettre parce que en maîtrisant bien les technologies de réseau de neurones, en ayant beaucoup de données, on allait pouvoir sortir des modèles décisionnels en se passant de l'expertise du terrain. En fait, on se rend compte de plus en plus que ce n'est pas le cas, et ça aussi, ça ressortait très clairement de la séance de l'Académie d'agriculture, dont j'ai d'ailleurs oublié de vous mettre les coordonnées ici, je les remettrai sur le PowerPoint quand on le mettra en ligne. On se rend compte de plus en plus que ces techniques, ça marche bien, que si c'est utilisé vraiment par des gens qui maîtrisent les compétences métiers, d'où l'intérêt du positionnement d'Adventiel qu'ils évoquaient, où ils se proposent comme prestataires sur ces domaines, c'est vraiment des outils qu'il faut utiliser en ayant bien en tête les connaissances métiers qui permettent de juger de la validité et surtout de la robustesse d'un algorithme. Ça veut dire aussi quand même qu'on a tout intérêt aussi à essayer de conserver une certaine interprétabilité à nos outils, ce qui est une fois encore la grosse limite du deep learning. Le deep learning pur, personne ne sait comment ça marche. Et donc tout le défi pour nous des prochaines années, ça va être effectivement de développer des algorithmes avec sans doute un mix de techniques qui ne sera pas de pur deep learning pour aborder des questions de plus en plus pointues et du coup être capable de répondre de mieux en mieux aux attentes des agriculteurs et des éleveurs. Donc voilà, il faut encore, si on veut faire un peu le bilan de tout ça, notre sentiment, c'est que du coup, effectivement, le futur de l'IA, il y a encore beaucoup de potentiel pour améliorer le suivi du bien-être animal, détecter tous les troubles qui peuvent affecter le bien-être des animaux et des troupeaux. Que pour ça va demander quand même de travailler sur des signaux comportementaux de plus en plus subtils, et puis aussi de les corréler avec des événements relativement peu nombreux, et que ça va nécessiter de pouvoir du coup connecter plusieurs sources de données pour arriver à faire cette synthèse des informations disponibles sur un élevage, et que du coup, ça va nous amener sans doute à développer des outils de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle hybride, combiner différentes formes d'intelligence artificielle qui vont permettre de combiner performance et robustesse et fiabilité des algorithmes. Donc voilà un peu un petit tour d'horizon rapide. J'espère qu'on a tenu à peu près les temps. Je vous remercie de votre attention, puis bien entendu, je suis à votre disposition pour vos questions. Bonjour, Nicolas Galtier, société Well2Be. Je voulais savoir, au niveau de la responsabilité des résultats que pourrait donner une IA, je pense notamment au cas où ça pourrait être développé par exemple pour des utilisations vétérinaires, où il y aurait des décisions impactantes à prendre au niveau des animaux. C'est un sujet qui n'est pas encore abordé au niveau des IA, mais on va dire qui serait responsable des décisions des IA si, admettons, elles se trompent, par exemple, sur des cas qui peuvent être problématiques. Merci. Alors c'est vrai que c'est un gros sujet pour nous, hein. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'insistais sur la question d'avoir des algorithmes assez transparents, y compris pour les concepteurs, ce qui paradoxalement n'est pas évident, pour maîtriser un peu cette responsabilité. Après, nous, la position qu'on a actuellement sur tous les outils d'aide à la décision qu'on développe actuellement, c'est bien de dire que c'est effectivement des outils d'aide à la décision qui vont apporter à la personne qui doit décider d'un acte, que ce soit l'agriculteur, un conseiller ou un vétérinaire. C'est un élément d'information pour eux, mais que effectivement, la décision est prise la décision finale est prise sous leur responsabilité. Ça peut paraître un peu comme une façon de se défausser, mais en fait, je pense que c'est la seule attitude réaliste. On leur fournit une information qui est notre interprétation. Quand je dis notre,
c'est l'interprétation qui découle des données qu'on a pu traiter auparavant. Maintenant, c'est vrai que quelque part, la personne qui va décider de l'acte concret qui va être pris en fonction de ça, c'est elle qui reste de façon ultime le responsable de la décision. Après, c'est à nous de les convaincre que notre système est assez fiable pour qu'ils puissent se reposer sur nous. Complément, question dans la salle? Peut-être une précision. Effectivement, l'intelligence artificielle est aussi en quelque sorte un test. Et je veux dire, ça a sa sensibilité, ça a sa spécificité. Ça peut se tromper comme n'importe quel test. Et c'est pas parce que un test Covid va se tromper que le laboratoire va être remis en question pour son travail mauvais. Juste une observation. On voit que l'élevage, d'une façon générale, mais l'agriculture aussi, hein, puisque ITK ne s'intéresse pas que à l'élevage, s'intéresse aux cultures pérennes, aux grandes cultures, à la décarbonation, etc., etc. On voit que l'élevage, en tout cas, et l'agriculture génèrent énormément de données. Énormément de données. Déjà, les métiers de service génèrent des données sanitaires, des données de collecte de données de performance, des données de conseil, des données de génétique, des données de reproduction, des données d'environnement, des données et ces données arrivent quasiment en temps réel et à une cadence effrénée. Et donc, il y a forcément, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre qu'il y a forcément une impossibilité au cerveau humain à capter toutes ces données en même temps et à les traiter à la vitesse où il le faudrait pour pouvoir donner à chaque éleveur les informations, les indicateurs dont il peut avoir besoin pour bien conduire son élevage. Et donc à partir du moment où on ne peut pas le faire simplement avec nos cerveaux, il faut le faire avec le cerveau entre guillemets de la machine. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et donc vous avez forcément tous ceux qui utilisent l'intelligence artificielle appliquée à des sources de données, des champs d'investigation qui sont extrêmement larges et très prometteurs pour l'avenir. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans votre présentation, c'est le fait de dire la conclusion là, avec une intelligence artificielle hybride, c'est-à-dire qui ne se fonde pas sur une seule source de données, mais des sources multiples de données. Est-ce que vous pouvez... vous n'avez pas du tout expliqué big data, medium, voire small data, ça veut dire quoi ça? Oui, alors pardon, c'est vrai que ça provenait là, de la diapo précédente. Hop, voilà. C'était lié à la conclusion hein, sur l'historique de l'intelligence artificielle. Hop, j'y reviens. On va y arriver, voilà. C'était là. Oui, c'était juste pour replacer dans l'historique. Hein, classiquement, quand on parle de l'histoire de l'intelligence artificielle, on distingue la phase de l'IA symbolique, donc en gros des années 50 à 90, où là, l'intelligence artificielle visait à reproduire vraiment les raisonnements humains. Et du coup, en s'appuyant sur les données scientifiques qui existaient, donc du coup des données de haute qualité issues de la recherche, typiquement justement en agronomie, c'était l'exemple des modèles mécanistes sur les cultures comme STIX, qui formalisait en fait toutes les connaissances acquises par les études d'écophysiologie qui avaient été réalisées dans les labos de recherche. À l'opposé, donc il y avait les travaux de l'IA connexionniste, qui elle, ne modélisait pas explicitement les raisonnements humains, mais qui par contre fonctionnait par analogie avec le fonctionnement du cerveau, mais et qui du coup équivalait en quelque sorte à coder une intuition informatique. Et ça a été utilisé, c'est devenu en tout cas vraiment performant à partir du moment où on a eu des très grandes sources de données comme l'imagerie satellitaire, comme les capteurs en élevage. Et on va pouvoir le mobiliser maintenant aussi sur toutes les bases de données qui ont été accumulées depuis des années par les organismes de suivi sanitaire des troupeaux, de contrôle de performance, les bases de données des producteurs de génétique. Donc toutes ces techniques-là, c'est ce qu'on appelle le big data. C'était le grand mot à la mode il y a vers 2015 à peu près. Et on se rend compte que petit à petit, l'intérêt a évolué non pas vers le big data en tant que tel, parce que finalement, ces gros tas de données, c'est juste la matière première. Et maintenant, on se rend compte que ce qui est important, c'est les techniques d'intelligence artificielle qui vont permettre de tirer du sens de toutes ces données.
Et voilà, c'est dans ce sens que j'évoquais le small data, le big data, et puis entre les deux, les données un peu intermédiaires, sachant qu'effectivement, la difficulté qu'on avait pour les productions végétales, à la modélisation mécaniste, c'est qu'on partait de modèles développés à partir d'informations très fiables de la recherche, sur des contextes très peu représentatifs de la variété des situations du terrain, et qu'on pouvait s'appuyer, du coup, pour avoir des modèles utilisables sur le terrain, les croiser avec les données de ce qu'on appelle le medium data, des données d'un peu moins bonne qualité scientifique, mais qui est acquise par les instituts techniques, les organismes de développement agricole, qui permettaient par contre d'avoir une beaucoup plus grande variété de situations, beaucoup plus proches de la réalité du terrain. Et même chose, ce qui s'est donc passé récemment avec le développement des capteurs dans les exploitations agricoles, que ce soit le capteur de suivi des cultures ou bien des troupeaux, c'est que maintenant on a une accumulation de medium data à la ferme, et que ça aussi c'est la nouvelle matière première qui va nous permettre d'envisager de nouveaux développements de l'intelligence artificielle en mixant un peu ces deux approches. Merci Philippe pour ton exposé.